On va dire que les choses étaient simples et complexes sur notre territoire. Elles étaient simples parce que le territoire sur lequel on devait développer le service avait été choisi, politiquement choisi. Donc, on savait déjà que c'était sur ce territoire-là qu'on allait intervenir. Donc, en termes de flux et de fréquentation à l'amont, de toute façon, on est parti d'un constat. Il y avait 6800 véhicules jour et plus les week-ends, donc c'était la base. Ensuite, pour avoir une idée du flux et de la fréquentation, une fois que le matériel a été implanté, on a ces tableaux de suivi et c'est un des grands avantages pour pouvoir suivre le fonctionnement du dispositif et également le défendre, le présenter devant les élus, parce que sinon on serait complètement sur des estimations. Et là, quand on peut dire qu'on a 7 à 900 trajets par semaine qui sont faits en covoiturage, eh bien, c'est au-delà du nombre de passagers en TAD, donc ça pose un peu le dispositif quand même. Sur l'étude covoiturage, donc pour ce qui concerne notre territoire, on a fait un pavé de, je ne sais pas combien, 200 pages sur les tenants et les aboutissants du covoiturage au niveau technique, au niveau sociétal, au niveau environnemental, parce qu'en fait, sur le territoire, il y a déjà énormément d'offres de transport. Et donc, on a essayé de freiner au maximum. Et quand on a vu que de toute façon, il y avait vraiment la volonté d'y aller, c'est là qu'on s'est dit, soit on fait un covoiturage un peu cheap, type stop, voilà, covoiturage spontané, mais plutôt version stop, soit on embarque, et c'est ce qui nous est plutôt demandé, sur un changement sociétal. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait tous nos benchmarks et qu'on est arrivé à ce projet. Donc, l'étude amont, elle a été très importante et c'était le temps du dialogue avec notre élu pour roder la méthode et puis faire valider le projet sur lequel on allait partir. Voilà, et définir le trajet ou l'axe pertinent pour la ligne de covoiturage. Là, en l'occurrence, on a une chance, c'est que sur les communes périurbaines des coteaux, il y a souvent une voie principale qui permet de relier ces communes à l'urbanisation de la plaine. Effectivement, dans certains cas, en fait, c'est assez évident. Il y a une pratique préexistante d'autostop qui fonctionne. Donc, en fait, on sait que ça va fonctionner. Tu le notais, quand on a un axe structurant où tous les flux convergent, là aussi, c'est relativement simple. Les quelques points clés dans nos études, c'est d'abord identifier l'axe qui soit structurant et peu maillé, vérifier le potentiel de covoiturabilité, c'est tout simplement le nombre de conducteurs qui passent. Nous, on regarde aussi heure par heure pour avoir une idée qu'on est un petit peu tangent sur les potentiels, à quelles heures est-ce que le dispositif va pouvoir fonctionner. Et il ne suffit pas d'avoir un comptage en un point donné du territoire, mais il faut savoir, parmi les personnes qui rentrent, voilà comment est-ce qu'ils se diffusent. On a les ordres de grandeur de la distribution des flux et donc du coup on va pouvoir dire voilà, quelles sont les destinations qui seront accessibles avec plus ou moins de temps d'attente. Ensuite, dans les études, il y a aussi la question de l'implantation de l'arrêt. On est souvent contraint par le territoire, par les implantations physiques. Il faut que le panneau soit pas noyé dans une pollution visuelle de centre-ville. Il faut qu'on ait la capacité d'avoir une encoche. Dans ce projet, il y a certaines encoches qui ont été élargies, d'autres qui ont été créées, il me semble, et c'est souvent le cas. Donc il y a une dimension physique de l'implantation des arrêts. Et on fait attention au parcours, à la fois le parcours conducteur, donc là sur l'exemple Cœur de Savoie c'est très très simple, là c'est vraiment sur l'axe principal, de temps en temps le conducteur doit faire un mini détour, et dernière dimension, il faut que ce soit accessible pour le passager, donc si c'est sur une route départementale au milieu de nulle part, c'est moins favorable qu'en centre-bourg, mais en centre-bourg souvent il y a un petit peu moins de flux et de lisibilité, donc c'est toujours des équilibres à trouver. Il me semble que oui, on est en zone 30 ou en zone 50. La plupart du temps, voilà, on n'est pas à 70. On n'a pas d'arrêt dans des secteurs à 70, me semble-t-il. En fait, c'est vrai que c'est une partie sur laquelle je n'ai pas du tout insisté, qui était une partie qui est fondamentale, c'est le travail sur l'implantation des arrêts. Et ça, c'est vraiment une évolution culturelle, j'ai envie de dire, dans les services même des collectivités, pour comprendre qu'on ne met pas un arrêt n'importe où et que le stop, ça ne se fait pas par-dessus la jambe. Et donc, en face, il faut trouver l'emplacement pertinent en termes de sécurité, mais aussi en termes d'accessibilité, en termes de visibilité, en termes de confort.
que l'encoche soit suffisamment grande pour qu'effectivement, si la voiture est à 50 à l'heure, elle ait le temps d'apercevoir le passager, de s'arrêter en tout confort et que le passager soit bien visible, bien placé. Moi, je dis plutôt à l'amont de l'arrêt parce que je pense que toujours le contact visuel, c'est quelque chose de très important. Et en fait, ça demande du temps pour que petit à petit, on s'approprie ces concepts-là au sein des services. Et puis, le point sur lequel je voulais aussi insister, c'est l'implication des communes. C'est-à-dire que si les communes dans lesquelles on va implanter les arrêts ne sont pas impliquées, si les élus ne sont pas convaincus, on n'arrive pas à faire décoller le projet. Parce qu'on a vraiment besoin qu'ils acceptent que ce mobilier nouveau vienne dans le paysage communal et se mette parfois vraiment en plein milieu de la commune. Et puis moi, Béatrice, je rajouterais aussi qu'il faut que l'arrêt corresponde aux usages. Parce que nous, on a eu le cas justement sur l'implantation d'un arrêt qui ne correspondait pas à l'usage que les personnes avaient utilisé en covoiturage. Et du coup, on a été obligé de déplacer cet arrêt parce que les gens ne l'utilisaient pas. En fait, nous, on est parti des ateliers d'échange où il y a eu une prise de position très ferme de la population de ces 3 communes pour dire nous, on veut que ça soit gratuit. On ne veut pas d'échange d'argent. Mais vous avez compris que les distances étaient courtes. Et donc, sur cette base, moi, à l'époque, j'ai essayé de dire mais si on s'inscrit dans la durée, il faudra bien qu'il y ait un échange d'argent parce que sinon, la personne qui est passagère va se sentir tout le temps débitrice. Et donc, ce n'est pas l'objectif. Mais voilà, le cadre qui avait été clairement posé par la population, c'est pas d'échange d'argent. Donc, on était parti là-dessus. En termes d'incitation à la pratique, ce qu'on aurait aimé faire, c'est pouvoir payer le passager pour le remercier d'avoir covoituré. Parce que le conducteur, lui, de toute façon, il allait passer. Et il disait, moi, je ne veux pas d'argent. Par contre, le passager qui fait l'effort de covoiturer, on aurait aimé à minima le gratifier. Et on n'a pas trouvé de système simple, sauf à faire ce que l'agence a fait, Magali vous en a parlé, de temps en temps, de faire des gratifications ponctuelles au moment de campagne de communication. Donc ça, c'est un champ qui reste à explorer, sur lequel on a encore des marges de progrès, mais qui va aussi évoluer, puisqu'un des secteurs sur lesquels on se développe, c'est le secteur donc, des Bauges, où les distances et les temps de déplacement sont beaucoup plus longs, et où la question là du partage des frais se pose, tant au niveau du passager qui ne voudra pas être débiteur et toujours débiteur, qu'au niveau du conducteur qui dira je veux bien prendre quelqu'un 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais enfin si je dois prendre quelqu'un tout le temps, j'aimerais bien qu'il participe. Donc la question là, suivant les territoires, la question reste ouverte et il faut avancer avec une forme de prudence pour ne pas braquer les esprits, mais voilà, c'est un sujet qui est encore à approfondir ou à faire évoluer tout simplement. Je peux compléter, c'est en effet un sujet compliqué qui dépend beaucoup des territoires et comme vous le dites, c'est un sujet qu'on aborde souvent dans ce qu'on appelle les labs de co-construction, vos réunions avec les futurs usagers pour évoquer assez librement ce sujet-là. Et dans certains réseaux, on part sur une gratuité totale, notamment sur les réseaux avec ces boîtiers boutons. De toute façon, alors nous, ECOV, avec les boîtiers boutons, on n'a pas la capacité de venir interagir sur les échanges monétaires. On a aussi des dispositifs qu'on appelle covoiturage à haut niveau de service avec l'application smartphone, mais aussi la commande par SMS ou par l'assistance. Et avec ces dispositifs-là, on a la capacité de connaître qui covoiture avec qui. Et donc, du coup, chacun a un compte et on peut créditer un compte et en débiter un autre. Donc, on a cette capacité de faire de l'incitation. On va même plus loin. Donc, l'étape de base, c'est le conducteur est dédommagé
par passager transporté, 1 ou 2 €. En général, on fait des chiffres ronds. Mais de temps en temps, on va aussi inciter les conducteurs, notamment dans la montée en charge des réseaux, à proposer leur trajet sur l'application pour que les passagers voient qu'il y a réellement des voitures. Et donc, du coup, quand ils allument l'application, ils voient circuler les véhicules sur les lignes. Et donc, ils savent, ils sont rassurés sur le fait qu'ils vont être pris. Et donc, du coup, on est en capacité de les inciter, même s'ils n'ont personne dans leur voiture, alors avec des dédommagements beaucoup plus faibles. Mais je rejoins Béatrice, de temps en temps, ça peut être contre-productif. Je voudrais juste compléter en ce qui nous concerne, c'est pour dire qu'effectivement, comme tu le disais, sur les Bauges, nous, sur les campagnes de communication et sur les affiches, on a dit que le passager pouvait proposer une participation au conducteur. On est prudent, mais on l'a écrit, alors qu'on ne l'a pas écrit sur l'autre secteur. Et ensuite, on travaille vraiment de façon couplée avec le site Movici ou l'application Movici. Et sur Movici, on peut faire des échanges d'argent. Donc nous, en ayant couplé les deux dispositifs, on permet cet échange d'argent si les gens le souhaitent. Alors, pour ce que j'en sais, le système de covoiturage développé par le Grand Lyon et le site Movici de la région sont interopérables. Mais pour le moment, c'est deux sites ou deux applications qui cohabitent l'une à côté de l'autre tout en discutant entre elles.